Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7 ce samedi 16 avril 2022. On va parler de quelques sujets qui nous paraissent importants dans l'actualité de la semaine. On ira au Niger où le Parlement va débattre de la présence des forces étrangères dans le pays. Nous serons ensuite du côté du Burkina Faso après le procès Sankara. Le parti de Blaise Compaoré, le CDP, appelle à la réconciliation. Et puis en seconde partie, on va s'intéresser à la célébration du 10e anniversaire d'existence du parti au pouvoir, l'Union pour la République. 10 ans pour quel bilan? Pour en parler, mes deux invités de ce samedi, c'est Eric Johnson, directeur de publication du Bi-Hebdo, l'Union. Bonsoir Eric. Bonjour Samuel, comment tu vas? Très bien, merci. Je me porte aussi très bien, ça va. Et merci de m'inviter pour ce débat avec mon cher ami Germain. Germain Sosso, président des Forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon très cher compatriote Eric. Bonsoir à toutes vos téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et merci donc d'avoir aussi accepté notre invitation. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier sujet, c'est le Niger. Le Parlement nigérien va pour la première fois débattre dans les jours à venir de la présence des forces étrangères aux côtés du Niger dans la lutte contre le djihadisme perçu comme des forces d'occupation par des ONG locales. C'est le gouvernement qui a fait l'annonce. Ce débat aura lieu dans quelques jours. Il est important que le peuple nigérien, à travers le Parlement, s'exprime clairement sur cette question. Ce quitus du Parlement permettra de mettre fin au débat, a affirmé donc jeudi Hassoumi Massoudou, qui est ministre nigérien des Affaires étrangères. C'était lors d'une conférence de presse avec son homologue allemande Annalena Baerbock en visite au Niger. C'est Eric Johnson, quand on prend la position du ministre des Affaires étrangères sur cette question, qu'il faut le dire, devient un peu sensible dans nos États, la présence des forces étrangères perçues clairement aujourd'hui comme des forces d'occupation. Vous pensez qu'un débat au Parlement peut refléter, j'ai envie de dire, la perception de l'opinion nigérienne sur le sujet? Ainsi, nous considérons que le Parlement est un lieu de débat réel, de débat crédible surtout. Je peux dire que oui, on peut mener ce débat-là au Parlement. Par contre, est-ce que cela suffirait pour avoir l'opinion de la masse, c'est-à-dire des Nigériens, de l'ensemble des Nigériens? Vous savez, les forces en présence au Niger sont là pour une mission. Toutefois, la façon dont ces forces-là sont arrivées sur le terrain, c'est ça qui est un peu inquiétant pour les populations. À savoir que beaucoup pensent qu'il y a une opacité totale autour de la question. C'est-à-dire on n'explique pas aux populations pourquoi ces forces sont là, de quelle manière elles sont arrivées, quelle est en réalité leur mission et qu'est-ce qu'elles vont concrètement faire et obtenir des résultats probants. Aujourd'hui, je pense que le débat qui sera mené au Parlement, si on sait très bien que le président Bazoum a une majorité à l'Assemblée, est-ce que l'opposition compte dans ses rangs des gens qui sont véritablement soucieux de la situation pour évoquer les problèmes clés que les organisations de la société civile nigérienne sont en train de poser aujourd'hui. Et donc, si ça peut se faire de cette manière, je pense que le débat est ouvert et on trouvera certainement la formule pour permettre à ces forces de venir s'installer au Niger, toutefois en indiquant aux populations ce qu'elles sont venues faire. Germain Sossou, on connaît également un peu j'ai envie de dire, la configuration de nos parlements au niveau de l'Afrique. La plupart du temps, c'est considéré comme des parlements mécaniques. C'est la position du parti dominant qui l'emporte. Vous pensez que dans cette configuration-là, véritable débat au Parlement est le reflet de l'opinion populaire? Je pense que c'est une question de grande envergure, ce qui va se passer.
d'abord, le fait, c'est que, de façon circonscrite, pourquoi on propose un débat au Parlement? Le Parlement dont on parle existait. Pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin de susciter un débat au Parlement? C'est parce que le débat lui-même, il est parti d'ailleurs, ce n'est pas du Parlement. Et donc, vous l'avez dit, et mon frère Eric l'a dit avant, c'est que l'Afrique, nous sommes en quête de la démocratie. On n'est même pas encore en plein pied de la démocratie comme ça se fait ailleurs. Et lorsqu'un chef de l'État est élu, bizarrement, c'est-à-dire au niveau du Parlement, c'est la majorité écrasante. On fait tout pour s'assurer que les lois puissent passer pour permettre au chef de l'État de ne pas être bloqué, tout ça là est avancé. Ça fait qu'il y a un système enclenché et le président qui est élu a souvent une majorité écrasante. À partir de cet instant, le débat peut être fait, mais il ne peut véritablement pas refléter. Donc, c'est une suggestion que nous faisons parce que avant même le débat du Parlement, il faut que le débat soit d'abord dans l'opinion. Il faut que le débat se fasse non seulement sur les médias, mais que les débats se fassent dans les institutions. Quand je dis les institutions, vous avez les chefferies traditionnelles, vous avez les départements, vous avez les associations et tout genre. Et je pense qu'il faut un temps, il faut qu'on donne un temps à ce que le débat se fasse d'abord, que les parlementaires puissent écouter les citoyens. C'est vrai que les députés représentent le peuple, mais tel que nous le disons, la façon dont les parlements sont devenus à un moment donné mécaniques, qui augure, qui explique une sorte de façade de démocratie en Afrique, je crois que sur ces questions-là, qui sont de portée et de grande importance, le débat doit être d'abord public avant d'arriver à l'Assemblée. Autrement dit, les majorités qui sont à l'Assemblée sont non seulement infodées au chef de l'État, mais nous savons qu'en Afrique, pas tous les pays, la plupart des régimes qui sont stables ont de très bons rapports avec les métropoles, et notamment la France. À partir de cette instance, il faut laisser au Niger que ce soit le débat se fasse à l'Assemblée, que, comme on l'a dit, et qu'après le débat de l'Assemblée, que les gens se taisent, ce n'est plus de la démocratie. Non, ce n'est plus de la démocratie. Oui, mais parce que c'est ce que le président nigérien a dit. Il était excédé par les critiques de la société civile qui considère ces troupes comme des forces d'occupation. Et il dit, le Parlement va trancher la question. Oui, c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas, sur une question dont le débat est parti, non pas du Parlement, mais au sein de l'opinion, vous ne pouvez pas demander à l'Assemblée, dont la majorité écrasante est de vous dire qu'il va trancher. Donc on tranchera de façon mécanique. Ça ne va pas refléter la majorité. C'est pour cela que je dis, au-delà même du débat parlementaire, mieux, il faut arriver au référendum. Vous anticipez une question. Mais voilà, il faut arriver au référendum. Parce qu'à un moment donné, quand des questions sont aussi sensibles, on demande l'avis du peuple. On ne laisse pas ces questions aux seuls parlementaires de décider. C'est pour cela qu'il faut un débat d'opinion au sein des Nigériens avant même que le Parlement ne puisse se prononcer. Justement, je pense que Germain a évoqué quelque chose de très intéressant. J'avais mis la question ici. Est-ce que ce n'est pas un référendum qui est la consultation la mieux indiquée en l'espèce? Mais vous savez, comme on le dit, il y a un chef d'État qui a été élu. Il y a un Parlement qui a été élu. Et donc, je considère que le président prend une décision en disant « nous allons faire trancher cette question par le Parlement ». Et donc, c'est une institution républicaine. Je pense que quelle que soit la configuration, le débat peut se faire également au Parlement. Alors, toutefois, ce que je disais, c'est qu'il faut que l'opposition qui se trouve à ce Parlement évoque le sujet de façon à ce que tout ce que le peuple est en train de réclamer, de demander par rapport à ces forces étrangères-là, soit véritablement mis sur le terrain pour être discuté. Voilà le fondement même de la question. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va demander à l'Assemblée de trancher une affaire et après on va dire non, nous allons, comme l'Assemblée l'a déjà tranché, nous allons à un référendum. Si tel était le cas, on passerait directement à un référendum.
Est-ce que ce n'est pas la meilleure option d'aller directement au référendum, consulter le peuple sur une question pareille? Il y a une réalité dans nos pays. Est-ce que ce débat de fond-là peut se faire au niveau des populations? Est-ce que c'est toute la population qui comprend aisément ce qui se dit? Alors que vous avez des représentants qui sont à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense que c'est pour éviter. Parce que ici, avant d'aller à un référendum, il faut préparer le sujet, expliquer aux populations le bien fondé de ce débat-là et maintenant attendre un résultat. Est-ce que les Nigériens de la base pourront comprendre ce sujet-là? Aujourd'hui, quel est le problème? C'est que le Niger est attaqué par des djihadistes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? C'est pour cette raison que les forces étrangères sont là, parce qu'il y a un problème général dans la zone, c'est-à-dire le Sahel. Mais est-ce que les populations vont comprendre le sujet en tant que tel pour dire non, nous ne voulons pas que des forces étrangères viennent nous aider et pour quelles raisons? Voilà, c'est-à-dire que je ne pense pas que le référendum soit la voie indiquée aujourd'hui, parce que d'ailleurs ça va prendre beaucoup de temps et on ne va jamais finir avec ce débat. Alors le président nigérien Mohamed Bazoum a dit exactement ceci: nous allons demander à l'Assemblée nationale si elle est d'accord avec les arrangements que nous allons faire quand les partenaires seront disponibles pour venir nous aider dans la guerre. Alors, quand il parle comme ça, moi, quand j'écoute ses propos, moi, j'ai l'impression qu'il sait qu'il peut compter sur l'Assemblée. Parce que lui, il a déjà manifesté la volonté d'accueillir ces forces-là. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, d'abord, par rapport à la question de mon frère, mon cher ami Eric, qui dit, mais le Niger est attaqué par les djihadistes. Lorsque vous présentez une situation comme ça à vos populations, oui, vous allez immédiatement trouver la réponse que vous voulez. Mais il faut aller plus loin. D'où viennent ces djihadistes? À partir de cet instant, vous leur donnez la possibilité de réfléchir. Parce que quand vous dites le Niger est attaqué par les djihadistes, mais le Niger existait depuis. Pourquoi maintenant, c'est maintenant que les djihadistes les attaquent? Vous leur donnez la possibilité de mieux comprendre. Et il ne faut pas penser que c'est parce que les populations n'ont pas été peut-être à l'école qu'elles ne sont pas intelligentes. Une population de la moitié analphabète. Oui, mais c'est pas pourquoi vous pensez que il faut avoir été à l'école pour être intelligent. Pourquoi? J'explique. Oui, donc s'il n'y a pas du mot. Mais c'est pour comprendre, le sujet. Oui, je vais vous expliquer qu'avant qu'il n'y ait l'école classique, c'est-à-dire l'école française, l'Afrique existait. Oui. Vous comprenez? Les royaumes existaient. Oui. Donc, si on vous présente comment les gens réglaient les problèmes, on n'avait pas... Donc, il ne faut pas penser que parce que les gens aujourd'hui, certains n'ont pas été... ne sont pas allés s'asseoir sur les bancs, qui ne sont pas intéressés. Donc, si vous... un instant, si vous... Oui, donc, en tant que peuple, en tant que citoyen, que ce soit à Malinké ou je ne sais pas dans quelle langue on doit pouvoir expliquer aux gens comment ça se passe. Oui, il faut le temps que ça... Si ça doit prendre un an, il faut que ça prenne le temps. Il s'agit... Un instant, il s'agit du destin... Mais il y a une situation qui est... Oui, mais il s'agit du destin d'un pays. Et qui parle du destin du pays ne parle pas seulement de ceux qui vivent maintenant, mais des enfants qui vont venir. Si, en tant qu'Africain, et que le Mali voisin, qui est un pays voisin, au Niger, qui a les mêmes problèmes, qui prend des dispositions, qui a le soutien aujourd'hui de beaucoup d'Africains aujourd'hui, que ce soit en Afrique et de la diaspora. Oui. Mais vous pensez qu'au Niger, là, les gens ils ne réfléchissent pas? Je continue. Et laisse-moi te dire, parce que là où tu veux venir, laisse-moi te dire que, évidemment, le Mali a renvoyé certaines forces du territoire. Oui. Néanmoins, le Mali continue pas à travailler avec les Russes. Oui, pourquoi alors faire venir les Russes et pourquoi ne pas rester seul face aux djihadistes? Oui, mais c'est que, donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, le Mali a pris sur lui la responsabilité de choisir le partenaire qu'il estime pouvoir l'aider. Donc, est-ce que c'est pas un référendum qu'on a vu ça? Non, j'explique, non. C'est ce que je dis. Chez eux, le débat n'a pas été comme ça. Oui. Ici, vous avez un président qui a une majorité. Mais vous avez un président qui a une majorité écrasante. Et qui, lui, en tant qu'Africain, en face du problème à côté, dont les Africains sont en train de se battre pour trouver une solution, dit, moi, je vais les accueillir. Vous savez,
C'est un problème profond. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Oui, bon, d'accord. Moi, je vais les accueillir, non. Oui, mais il y a par exemple au Niger 3 bases militaires françaises. D'accord. Les Américains ont une base. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas seulement au Niger où ils ont des bases un peu partout. Oui. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème africain. Il ne faut pas poser le problème en disant parce que le Mali a rejeté que quand le vous Niger posez le reprend. problème, quand vous posez le problème des bases étrangères qui sont déjà au Niger, je dis les Américains ont une base, les Français en ont, l'Allemagne dispose d'une base logistique. Donc les troupes étrangères, les Nigériens sont habitués et ils savent comment ces troupes fonctionnent. C'est pour ça que la société civile dit non. Elles sont plus dans une posture d'occupation. On n'en veut plus. Finalement, entre ce que dira le Parlement et ce que présente la société civile, qu'est-ce qui reflète plus la posture de l'opinion? Mais logiquement, un référendum, c'est ce qu'il faut pour que le peuple décide. Mais sur la question, il faudrait expliquer d'abord aux populations ce que c'est. Ces bases-là sont déjà là. De quelle manière ces bases-là sont arrivées? Comment on les a implantées? Dans quelles sont les négociations que les gens ont fait avec ces pays étrangers-là pour qu'ils apportent leurs troupes militaires sur dans le pays? Voilà, le temps est venu pour que tout le monde comprenne. Parce que les moments sont venus pour que les citoyens, puisqu'il n'appartient pas aux politiques de décider seulement au dos des populations. Mais les gens doivent savoir comment. Et ils doivent comprendre s'ils veulent maintenant maintenir la société civile est en train de faire. Et donc, il faut ouvrir le débat. Mais dire qu'un référendum aujourd'hui, au vu de la situation... Le débat conduit toujours à prendre des décisions. Et le référendum fait partie des dispositions pour arriver à une décision. Mais on est d'accord là-dessus. Mais par rapport au sujet, est-ce que les populations comprennent? Mais pourquoi tu penses que les populations... Non seulement nous avons évolué, mais je vais vous rappeler l'histoire. Vous savez, au temps où le général de Gaulle avait voulu que les Africains soient indépendants, soit dans ce qu'ils appellent dans l'Union française ou tout ça là, les gens n'étaient pas allés à l'école comme maintenant. Vous vous souvenez? Mais ce fut des débats. Si vous prenez par exemple la Guinée de Sékou, des débats à quel niveau? Non, mais il y a eu... Des débats à quel niveau? Mais il y avait, c'est pour ça que je vous dis que vous semblez oublier l'organisation africaine d'antan. L'Afrique, les pays africains étaient organisés de telle sorte qu'il y avait même des chefs dans des chefs féodaux qui organisaient, qui font de tout quand il y a les débats, les gens expliquaient. Donc les gens prenaient la parole sous la loi parole. Maintenant, nous avons aujourd'hui, pourquoi vous pensez par exemple que le Parlement puisse seulement discuter et que les assemblées locales ne se prononcent pas? Je vais être concret avec vous. Les assemblées locales, vous connaissez ce qu'on appelle les assemblées locales? Les conseils municipaux sont là. Pourquoi vous voulez que ce débat soit seulement celui... Si vous ne voulez pas, pourquoi vous pensez que la société civile, les médias n'ont pas droit au chapitre? Pourquoi vous pensez que les gens, les enseignants, les gens qui dorment ne peuvent pas se prononcer? À partir du moment où il s'agit de l'avenir de tout un pays, et je l'ai dit, des enfants qui vont venir, il faut qu'un débat national soit fait. Et de ce débat-là, on va trancher. On peut organiser un débat national. Mais toutefois, il faut qu'on prenne une décision. Alors, ce qui pose aussi problème, vous vous rappelez de cet événement, la traversée d'un convoi militaire avec du matériel. Vous vous rappelez les manifestations qu'il y a eu dans plusieurs villes africaines, même au Niger, ce qui montre un peu, même si certains tentent de dire que c'est des actes isolés, mais ça montre le sentiment ambiant. Et là aussi, on est avec les mêmes troupes qui étaient déployés au niveau du Mali, qui, au regard du bilan, n'ont pas réussi à changer la donne. C'est ce qu'on déploie ici, au Niger, qui est confronté à la même situation. Est-ce que c'est ce qu'on déploie? Il y en avait. Oui. Moi, mon souci, c'est que les autorités nigériennes avaient déjà accepté ces bases-là. Aujourd'hui, il y a une situation dans un pays voisin. Et donc, on dit on va déployer ces forces-là qui quittent ce pays voisin-là pour le Niger. Et c'est là où l'opinion dit non, nous ne voulons pas que cela se fasse de cette manière, nous voulons plutôt qu'il y ait un débat. Alors, le débat va se faire à tous les niveaux. Vous pensez que
ceux qui sont à l'Assemblée, ceux qui sont des députés élus par les peuples. Parce que, après tout, nous disons que lorsque vous êtes élu dans votre circonscription, une fois à l'hémicycle, vous représentez le pays. Oui. Alors, pourquoi on veut alors quitter l'Assemblée pour revenir au débat national? Mais le débat se fait parce que je ne sais pas si vous suivez. À cause du système de mécanicité. Oui, du mécanisme, voilà, c'est ça. Oui, Avec mais les parlements mécaniques, on connaît la c'est position ça, du oui. président nigérien. Oui. Il est favorable à l'accueil. On sait que c'est son parti qui domine. Et là, c'est le principe Sur de les la sens- consigne qui règne. Oui. Est-ce que c'est ça qui représente le sentiment c'est pour ambiant? ça que je disais qu'il faut véritablement un débat. Il faut que ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir puissent, Qui sont minoritaires. puissent ressortir véritablement les raisons avancées par la société civile nigérienne pour poser le problème et qu'on en discute. Je ne suis pas contre le référendum, Oui. mais je suis en train de voir aujourd'hui, lorsqu'il y a une urgence, est-ce qu'il faut attendre le référendum? Parce que là, il faut C'est véritablement quoi? Qu'est-ce qu'il y a expliquer. l'urgence? C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est ce qui se passe au Mali et au Niger. Au Niger, quoi? Avec Parce que des les Nigériens- attaques. parce que Avec les des Nigériens- attaques, on oui. tue des soldats Oui, mais j'ai dit, nigériens. monsieur Eric, dites-moi d'où viennent les djihadistes. Mais attends. Il faut dire au peuple africain pourquoi vous avez vécu depuis des années dans la quiétude. Et à la mort de Kadhafi, vous commencez par avoir des problèmes. Donc, à partir de ça, si vous ne leur expliquez pas. Non, Vous permettez que je dise. Si vous n'expliquez pas à ces personnes que vous pensez qu'elles ne savent pas lire ni écrire. D'accord. Que c'est nos compatriotes qui ne sont pas à l'Assemblée, mais qui représentent la majorité de la population. Que en tant qu'Africain, vous avez vécu pendant longtemps. Et que c'est à un moment donné, quel est le moment T? C'est le moment T, c'est qu'on a fait partir un de vos frères qui est Kadhafi, et le problème est né. À partir de cet instant, quand vous ne cherchez pas la cause, vous ne pouvez pas trouver une solution. Il faut relativiser. Non, je vais aller plus loin. Il faut relativiser parce que quand vous prenez Oui. le vrai souci au Mali, par exemple, Oui. c'est un problème de région. Oui. Et c'est les Touaregs qui ont Oui, des mais- problèmes non, avec le le problème pouvoir des Touaregs, central. oui, Mais oui. attends, Oui. tout vient de là. Oh, non, Tout vient de là également. Non, et, mais- et les gens ont profité de la situation de crise en Libye pour faire rentrer des armes Oui, mais pourquoi on a eu et une crise agir. en Libye? Pourquoi? Parce que si vous ne trouvez pas les bonnes solutions, parce qu'il n'y a pas que la Libye, mon cher frère, on est Oui. des Africains. Oui. Il y a eu le camp de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire actuellement qui est là, avec le président actuel, et peut-être qu'on arrivera sur ce qui s'est passé au Burkina, peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure. Ce sont des poudrières qui nous attendent. Donc il faut que, aujourd'hui, il y a un vent, comme en 90, le vent de la démocratie qui a soufflé. Aujourd'hui, il y a un réveil. En tout cas, ce que les Africains veulent comprendre véritablement, est-ce qu'ils ont leur destin véritablement? Est-ce qu'ils ont leur destin? C'est ça la réflexion aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de dire les troupes sont là, on veut les chasser. On veut comprendre, par exemple, comment les troupes là étaient venues. Pourquoi elles n'ont pas réussi? Mais vous savez, les gens quand même ne sont pas aussi bêtes pour ne pas comprendre comment les forces balkanes depuis des années, qu'autant de millions n'arrivent pas à avoir des résultats, et que le Mali décide maintenant de prendre une autre option et qu'il ait des résultats. À partir du moment, celui qui est voisin quand même s'il n'est pas intelligent, il réfléchit. Donc donnons donc cette chance aux gens du Niger de dire non, nous voulons nous aussi comprendre, et sur cette base nous voulons que le débat soit, que le président n'occulte pas les choses, qu'il amène le débat dans un parlement mécanique, parce que les parlements africains maintenant sont des parlements mécaniques où la décision va être, tout le monde connaît la décision, parce que le chef d'État ayant déjà un penchant pour que les troupes s'installent, le Parlement va tout simplement intervenir. C'est à ça que nous disons qu'il n'y a pas de la démocratie. Voilà. Il faut que la démocratie donne la parole aux populations. Voilà une situation. Voilà. Je vais te dire un truc tout de suite. Lorsqu'il y aura ce débat, est-ce que c'est de demander aux parlementaires, est-ce que vous voulez que les bases étrangères viennent s'installer au Niger? Oui, c'est la question que le président voulait poser clairement. Ils vont dire oui, non. Mais non, parce que ici, il faut demander de quelle manière ils vont arriver, quelle sera leur mission et qu'est-ce qu'ils feront sur le sol nigérien. Alors, tout ça là, comment le Niger peut-il capitaliser? C'est des questions qu'on doit poser et on doit échanger là-dessus. Si on veut remettre cette question-là à un référendum,
ce sera peut-être une ou deux questions. Mon cher ami, mais est-ce qu'ils iront est-ce dans que tu le ne penses fond pas vraiment du qu'on est problème? arrivé? Est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, en tant qu'Africain, on est arrivé à un moment où nous devons être responsables? Par exemple, pourquoi on a besoin que les autres soient derrière nous? Il y a des prévisions. Oui. On me dit, par exemple, qu'il y a 470 soldats italiens qui doivent arriver au Niger. Alors, est-ce qu'on doit poser la question là au référendum? Parce que si ces gens-là doivent arriver, c'est justement pour une mission. Laquelle? Oui, mais Tout ça là, est-ce que après la décision du Parlement, est-ce qu'on mettra des garde-fous pour expliquer à chaque fois qu'il y aura une nouvelle troupe, pour expliquer aux populations pourquoi cette troupe-là arrive? oui, donc Je crois que il y a des dispositions qu'il faut prendre lorsqu'il y a une nouvelle arrivée dans le pays, qu'on explique. Mais est-ce que au référendum, c'est ce qu'on va demander? Au référendum, si c'est oui, ça veut dire qu'à tout moment, on peut faire venir des troupes, même si on n'explique pas. oui, maintenant, moi, Voilà je vais une vous dire, situation. moi, je vous dis par rapport à vos questions. La première question, mon cher ami Éric Diokone, contrairement à ce que vous avez dit, la première question, pour moi, qui vaille la peine, c'est que les Nigériens se posent la question. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge? Ça, c'est la première question. Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge? Avant cette question que vous venez de dire, que les autres viennent d'ailleurs, combien ça va se faire? Nous-mêmes, en tant que Nigériens, là, Oui. quel est le prix à payer si nous voulons être nous-mêmes? C'est la question aujourd'hui. Voilà. Mais, D'accord, messieurs, si vous justement, permettez, on va évoluer, on est en train d'expliquer, on est en train d'expliquer aujourd'hui que seuls les Nigériens ne peuvent pas faire face à ces djihadistes. Pourquoi Ça, vous- c'est déjà, vous- déjà une réponse à cette question. Ah bon? Aujourd'hui, comme je le dis, Mais c'était la même au question niveau- qu'on avait au posée niveau- au niveau du Mali. Au vous niveau vous du rappelez? Mali. Et Mais on a vu pourquoi plus de le près de Mali, 10 ans le après, Mali fait rien n'a changé appel, non plus. pourquoi le Mali fait appel alors à la Russie? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, à partir du moment où vous et moi... Oui, on- vous évoquez une oui. troupe à laquelle on avait fait appel qui n'a pas changé la donne. Oui. Et qu'on déploie ailleurs. Quelle est la garantie que Non, ça va changer justement, aussi? justement, par rapport à ça, si le Mali fait appel à la Russie, c'est que le Mali a besoin d'une troupe étrangère pour l'aider Pour sur l'aider. le Voilà, terrain. donc vous... Maintenant, si on pose la question, est-ce que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge? Si on dit non... Si on dit oui, Non, si on dit oui, donc si nous le dit faisons. oui, Si on dit ça non... veut dire qu'on n'accepte plus personne. Oui, oui. À partir de ce moment, est-ce que sur le Mais terrain, est-ce que se prendre on en est, charge on est- veut dire qu'on n'a pas besoin de partenaire? Oui, mais non, je vais terminer pour que Éric comprenne. Si Oui, la question dit, si nous pouvons nous prendre en charge, on dit oui, quelles sont les dispositions? Nous le faisons. Non, mais si on dit non... à un référendum, je viens. vous allez poser toutes Non, ces là, questions? non, je dis ça, c'est une question de débat. C'est une question de débat de De société. débat, oui. Maintenant, c'est parce que quand vous ne faites pas les débats, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est les débats tels que nous faisons qui peuvent amener les gens à juger. Oui. Donc, si nous disons non, nous ne pouvons pas nous prendre en charge, à partir de ce temps, nous avons besoin d'aide. Quel est le partenaire? Le Niger doit être en toute souveraineté capable de décider quel est le partenaire qui vient. D'accord, mais Vous si comprenez? on va Donc ils sont évoluer, libres. si vous S'ils veulent que ce permettez. soit les Allemands qui viennent, s'ils veulent que ce soit les Chinois qui viennent, ils doivent Mais c'est décider. le même débat. Non, D'accord. oui, mais on voilà, va mais évoluer, vous- si c'est vous le même permettez. On va débat. aller vers le second sujet également. Le second sujet, nous prenons la direction du Burkina Faso. On sait qu'il y a eu là-bas le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Le procès a donné lieu à des condamnations. L'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, a été condamné à la prison à vie, de même que deux autres co-accusés, dont le général Gilbert Diendéré. Après cette condamnation, le parti de l'ancien président appelle à la réconciliation. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, est sorti de son silence depuis le verdict dans le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Au cours d'une conférence de presse tenue donc hier à Ouagadougou, Edi Komboigo, le président du CDP, a déclaré que le parti s'abstenait de tout commentaire concernant cette décision de justice, mais il a tout de même appelé à la réconciliation. Je le cite, il est très regrettable que certains citoyens s'arrogent le droit d'interdire sous menace le président du Faso et l'Assemblée législative de transition de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie. Le CDP appelle l'ensemble des filles et fils du pays à un apaisement des cœurs et à aller résolument vers une véritable réconciliation nationale. Germain Sossou, la question de la réconciliation revient également donc au niveau du Burkina dans le cadre de cette affaire qui, on le sait, divise profondément l'opinion. Mais beaucoup d'observateurs estiment que
on ne peut pas parler de réconciliation du moment où il n'y a pas eu de reconnaissance de l'acte, il n'y a pas eu d'acte de contrition, on est resté juste dans des condamnations, on n'est pas allé dans le fond de l'affaire. Est-ce que vous partagez cette lecture-là? La réconciliation, ce n'est pas un mot. C'est tout comme on dit la paix. C'est un comportement. Donc, nous sommes partis de l'assassinat de feu Thomas Sankara, qui l'a assassiné. Après des années, aujourd'hui, le procès a édifié quand même les citoyens africains en incriminant clairement le président, l'ancien son compagnon, qui est maintenant en Côte d'Ivoire. À partir du moment où vous avez un ancien président qui a été compagnon du défunt et qui est vivant, qui est quelque part qui est vivant, et que lui, après, depuis, n'a pas daigné se prononcer, ben, vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont meurtris d'arriver à la réconciliation. D'autant plus que, encore que la réconciliation est une nécessité. D'autant plus que vous avez géré, parce que le président Sankara a fait combien, je crois, 3 ans? Oui, 4 ans maximum. Alors que le président, comment l'appelle-t-on? Il a fait 27 ans au pouvoir. Vous voyez, entre 4 ans de pouvoir et 27 ans de pouvoir, qui était à même de préparer la réconciliation? Vous voyez, donc la question part de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez géré le pays pendant 27 ans, et que vous êtes obligé de partir par un coup d'État, et que vous avez trouvé donc refuge à côté, que vous ayez même obtenu une nouvelle nationalité, parce que je ne sais pas si vous savez que le président, l'ancien président qui a été président du Burkina pendant 27 ans, devienne maintenant ivoirien. Vous savez, vous ne pouvez pas demander aux autres comme ça de passer l'éponge. Donc il est important, et surtout que la chance est là qu'ils vivent, qu'ils prennent la parole et qu'ils fassent son mea culpa. À partir de cet instant-là, il y a des zones d'ombre qui restent. Vous savez, le procès Sankara n'a pas fini, parce que pour des, vous m'excusez, des convaincus du destin de l'Afrique que nous sommes, pour ne pas dire des panafricanistes, nous pensons qu'il y a des choses qui restent. Parce que, il y a des non-dits. Oui, des non-dits. Parce que il faut que Blaise Compaoré, pendant qu'il est vivant, prenne la parole et parle aux Africains. Comment Sankara a-t-il été assassiné? D'où vient? Est-ce que c'est lui ou bien il y a d'autres personnes? Parce que les autres, les Africains qui sont petits ont besoin d'être instruits pour que les années à venir, ils puissent véritablement savoir comment gouverner leur pays. S'il y a des puissances qui sont restées derrière, c'est comme notre cas au Togo, vous savez, le président Sylvanus Olympio a été assassiné, dont les choses ne sont pas. Ce que nous savons, c'est que les dossiers qui auraient dû être déclassifiés en France, qui auraient permis véritablement que le procès puisse nous permettre de comprendre les fonds des choses, n'ont pas été transmis. À partir de cet instant-là, il y a des non-dits. Donc, on ne peut pas demander, pendant que toute la vérité n'a pas été faite sur un illustre africain qui est Thomas Sankara, que vous demandez aux gens comme ça du jour au lendemain dans la réconciliation. Encore que je dis que pour un Africain convaincu, je sais que la réconciliation est importante, mais la réconciliation n'est pas un mot. Pour que les gens arrivent au pardon sincère, vous avez besoin de faire les contritions. Vous avez besoin véritablement de nous dire comment ça s'est passé. On ne peut pas avoir assassiné un homme comme ça. Vous savez, il faut pas, on ne va pas assassiner un homme comme ça. Le même jour, on ouvre la tombe, on l'enterre comme un chien. Pour quelqu'un qui a été aussi un idéaliste comme ça. Et puis, plus de 28 ans après, enfin, plus de 30 ans après, aujourd'hui, on vient, on dit, bon, nous voulons la réconciliation. C'est bien, mais il faut que de l'autre côté, vous posez des actes pour véritablement permettre aux gens d'arriver à cette réconciliation. Alors, Eric Johnson, Eddie Komboigo a employé 2 mots qui attirent mon attention. Il parle d'apaisement, il parle de réconciliation, sans véritablement dire ce qu'il met dedans. Il ne s'est pas prononcé sur le fond du verdict rendu par la justice. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que pour lui, après le prononcé du verdict, les conditions d'un apaisement et d'une réconciliation viennent d'être réunies? Non. Très clairement, c'est non. Du moment où, vous savez, lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, Blaise Compaoré aurait pu ouvrir ce procès, même en sachant que dans son camp, on trouverait les coupables, les responsables du décès de Thomas Sankara. Il aurait pu le faire et en ce moment, puisqu'il avait les rênes du pouvoir, demander pardon au peuple et aller maintenant à la réconciliation. Si, vous savez, les gens ont encore le cœur meurtri,
Thomas Sankara représente beaucoup de choses aujourd'hui pour les Africains que nous sommes. Les gens le prennent comme un idéal, les gens le prennent comme un modèle qu'il faut véritablement suivre. Parce que n'oublions pas ces mots qu'il plaçait devant l'Assemblée générale de l'Union africaine, devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, etc. Mais quand Thomas Sankara prenait la parole, c'est qu'il attirait du monde derrière lui. Et aujourd'hui, on fait un procès, on annonce quand même les responsables de son assassinat et subitement on dit oui, il faut de l'apaisement et il faut aller à la réconciliation. Non, je ne pense pas que ça doit se faire de cette manière. Ce qu'il faut faire désormais, c'est que ceux qui ont été reconnus responsables du décès de Thomas Sankara, qui viennent faire un acte de contrition, qui viennent demander pardon à ce peuple-là, et là, après, on peut demander l'apaisement des cœurs et la réconciliation, parce que les gens ont toujours le cœur meurtri quand il s'agit de Thomas Sankara. Est-ce qu'on doit aussi pour autant dire que le procès qui a quand même duré plusieurs mois, qui a abouti à des condamnations, ne va rien apporter en termes de réconciliation? On peut estimer que on a réussi, parce que moi je suppose que si on a condamné Blaise Compaoré à la prison à vie, le général Diendéré, Hyacinthe Kafando, c'est qu'on a prouvé leur culpabilité, on sait qui a fait quoi. Est-ce que ça ne suffit pas pour ouvrir la voie de la réconciliation? Non, pas encore. Je vous ai dit, vous savez, d'abord, le principal, est-ce qu'il est vraiment principal? Est-ce qu'il faut dire la main qui a exécuté? C'est à lui que profite le crime. Oui, mais dans tous les cas, donc, la main qui a exécuté l'assassinat de Thomas Sankara Hyacinthe Kafando? Non. Le président Compaoré, mais il n'était pas du commando qui est non, allé. Écoute, voilà. Ce que j'ai dit, c'est à lui que profite le crime. Oui, mais vous savez, c'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que nous disons les non-dits. Alors, lui, pourquoi avait-il besoin, après avoir quitté le pouvoir, de changer de nationalité? Pourquoi gérer un État pendant 27 ans? C'est ridicule. C'est pour se protéger. Oui, mais voilà, c'est pour cela que je dis en Afrique, notre passé doit pouvoir nous aider à aller de l'avant. Et pourquoi c'est au Burkina, en Côte d'Ivoire qu'il a trouvé refuge? Ça aussi, les Africains que nous sommes, nous devons nous interroger. Parce que nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais nous savons pourquoi le président Compaoré est parti se réfugier en Côte d'Ivoire. Parce qu'entre-temps, l'histoire d'un certain Laurent Gbagbo est passée par là. Et donc aujourd'hui, il faut faire en sorte que le monsieur soit protégé. À partir du moment où il a été président de la République du Burkina et qu'on l'a condamné, il faut l'extrader. Quel que soit son état de santé, on a vu les Pinochet, tout ça, il faut l'extrader. On ne peut pas avoir été président de la République pendant 25 ans et du jour au lendemain, on devient ivoirien. Ça c'est trop, c'est malsain. Qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Ça veut dire que demain, au Togo, chez nous ici, on peut permettre que quelqu'un devienne chef d'État pendant des années, depuis le peuple togolais, tu emprisonnes, et puis quand il voit que ça n'est jamais, il court, il va au Burkina Faso, il prend la nationalité burkinabé. Je crois qu'il faut que, c'est sur cette question même que l'Union africaine, la CEDEAO doit travailler. Parce que le protocole qu'ils ont fait, tout ça là, il y a aussi des choses qu'il faut revoir. C'est trop facile qu'un chef d'État dirige un État et après il se retrouve quelque part avec des nationalités. Il faut refuser ces choses-là. Il faut que les gens répondent. Et la reddition des comptes, ce n'est pas seulement sur le plan financier, sur le plan moral, la façon dont vous avez géré les États. Avec les assassinats, vous ne pouvez pas faire disparaître des hommes, tuer des personnes et demain, le lendemain, on change de papier, Donc pour moi, pour répondre à votre question, ça ne suffit pas. Parce qu'il a dit, je l'ai dit, les gens sont meurtris. Les gens sont meurtris. Et quand bien même le procès a duré des mois, il y a des noms, nous venons de le dire. Et donc, est-ce que Blaise Compaoré a des choses à dire au Burkinabé, oui ou non, pendant qu'il est vivant? Il faut l'extrader. Il faut l'extrader au Burkina au nom de la paix et de la réconciliation. Blaise Compaoré doit être extradé. C'est en l'extradant, en suivant le dossier,
quel que soit son état de santé, même si c'est dans la brouette, il faut le ramener au Burkina Faso. Dans la brouette, il faut le ramener au Burkina Faso. Pas pour qu'on l'enferme, pas forcément. Parce que les Burkinabés, ils voient, ils savent que Dieu s'est déjà occupé de son sort. Mais qu'ils viennent dire la vérité. Non, mais voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'extradition de Blaise Compaoré va poser beaucoup de problèmes. Moi, je le voyais plutôt arriver au moment du procès pour expliquer aux Burkinabés ce qui s'est réellement passé. Parce que, vous savez, c'est vrai, il disait qu'il y a des non-dits. Blaise Compaoré, c'est le seul capable aujourd'hui de dire aux Burkinabés ce qui s'est réellement passé à l'assassinat de Thomas Sankara. Les autres, ceux qui l'ont accusé, ceux qui ont cherché à le défendre, etc., mais eux, ils ont peut-être vu une partie de la scène. Mais quand on dit que tout a été planifié par Blaise Compaoré, ça veut dire que Blaise Compaoré sait tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. Et moi, je le voyais plutôt, en ce moment-là, venir, pendant le procès, dire aux Burkinabés, oui, nous avons commis des gaffes, mais aujourd'hui, nous voulons vous dire la vérité. Et après, on pourra voir si réellement on peut aller à la réconciliation. Mais moi, j'ai envie de savoir si on est tous d'accord que ce n'est pas encore le moment véritablement de parler de réconciliation. À quoi auront servi tous ces mois de procès finalement? Le procès, en réalité, c'est pour situer les responsabilités. Parce que du moment où tous ceux qui ont été condamnés sont encore vivants, ils doivent dire ce qui s'est passé. C'est vrai que l'accusé numéro 1, qui est le président Blaise Compaoré, n'était pas au procès, mais ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils l'ont dit clairement. Ça a permis de faire quand même, de retenir une partie de l'histoire de Thomas Sankara. Et ça, c'est très important pour ceux qui sont en train de faire aujourd'hui des recherches sur la façon de gérer nos pays ou de gérer ce pays frère, le Burkina Faso. Ce procès a également permis de savoir jusqu'où le pouvoir peut amener certains individus. Quand on sait que Blaise Compaoré et Thomas Sankara étaient presque comme des frères, comment un frère peut-il organiser l'assassinat de son frère au pouvoir? Ce procès a également permis de connaître le vrai visage de l'Africain à la recherche du pouvoir. Parce qu'il a été dit clairement qu'il y a des puissances étrangères, qu'il y a des pays de la sous-région qui ont participé à l'organisation de cet assassinat. Et donc tout ça là va donner une vision claire de la situation et ça permet de voir comment le pouvoir agit sur l'homme que nous sommes dans ce continent. Donc ce procès a finalement permis d'avoir une idée sur ce qui s'est passé avec le président Thomas Sankara. Est-ce qu'on peut estimer que, parlant toujours du chapitre de la réconciliation, qu'il appartient désormais à Blaise Compaoré de s'assumer pour enclencher cette réconciliation? Avant de répondre à votre question, moi je retiens essentiellement de ce procès le fait évident qu'en tant qu'Africains, en tant que nation, nous sommes toujours sous la domination d'un certain nombre de puissances, notamment, ce n'est pas un secret pour personne, de la France. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État souverain comme le Burkina enclenche un procès et que les dossiers soient retenus. Ce n'est pas seulement le cas du Burkina, mais cela nous permet, en tant que essayistes ou je ne sais pas, de panafricains, de comprendre que la France continue par jouer un rôle tellement capital dans notre vie. Pourquoi les dossiers déclassifiés ne sont pas donnés? Comment les Africains peuvent-ils connaître leur histoire si vous continuez par
par cacher les données aux gens. Nous aurions pensé qu'autour de ce procès-là, au moins le président Macron remettrait un certain nombre de documents. Vous savez, concernant le Togo, à un moment donné, il y a un certain nombre de dossiers qui avaient été déclassifiés. Après que le président Faure Gnassingbé et Jules Christ s'étaient rencontrés à Saint-Egidio autour d'une rencontre, alors que nous disons que la question qui s'est passée ne saurait s'arrêter entre le président Faure et Jules Christ. La question de Sylvanus, la personnalité de Sylvanus Olympio transcende ces deux personnes. Même si à un moment donné, les gens ont pensé, parce que leur histoire, c'est pour hier, aujourd'hui et demain. Donc ça transcende ces deux personnes. Mais toutefois, quand les deux personnes se sont rencontrées, il y a eu des dossiers qu'ils ont déclarés. Pas tous les dossiers qui ont été déclassifiés. Cela a permis à certains historiens d'avoir un certain nombre d'informations sur ces choses-là. Donc quand Thomas Sankara a été assassiné, comment l'assassinat de Thomas Sankara a été organisé? Depuis quand? Parce que nous avions un certain nombre d'informations, mais c'était l'opportunité de vérifier les faits. Parce que pendant que, depuis ce temps, qu'il n'y a jamais eu de procès, les rumeurs circulaient, où on disait que certains pays de la sous-région ont participé, et ces pays-là qui ont participé ont été téléguidés. À partir de cet instant, donnez-nous les papiers, il fallait déclassifier les choses. Ça pour dire que ce procès-là, c'est le premier rang pour moi, et c'est le premier round. Il y aura un jour de nombreux procès qui vont se faire en Afrique. Peut-être que nous ne serons pas vivants, mais nos enfants le feront. À partir de cet instant-là, les gens connaîtront les vraies vérités. C'est en ce moment que, dans loin d'outre-tombe de ceux qui ont été responsables, les Africains pourront faire la paix. Mais pas maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour donc, cette première partie. On va marquer la pause. C'est le moment.